caractéristique. La deuxième caractéristique du capitalisme, donc une fois qu'on a la grande corporation qui est le moteur de l'économie, comment fonctionne la grande corporation? La grande corporation, elle fonctionne, et ça c'est le problème du capitalisme depuis un siècle, c'est une forme d'économie basée sur la surproduction constante. Ça va venir après la surconsommation, mais je vais y arriver. Mais justement, le mode de reproduction de la grande entreprise, c'est la production d'un surplus. Et ce surplus-là se traduit par la surproduction. Et puis ça, on a juste à regarder sur un siècle d'histoire, on a gagné la semaine de 40 heures il y a à peu près 100 ans. Puis on a eu tout ce progrès avec tous ces méfaits, mais on a eu quand même tout ce progrès dans la façon qu'on peut produire. Pensez à comment on produisait il y a un siècle, au type de la façon qu'on harnachait l'énergie, à notre connaissance de l'électricité, à notre connaissance de la chimie, à notre connaissance même des écosystèmes. Regardez aujourd'hui l'écart qu'il y a. Pourtant, on travaille toujours autant. Donc, est allée où cette productivité de notre économie? Est allée où, sur un siècle, cette inventivité de l'humanité? Elle est allée dans cette nécessité que cette économie a à surproduire. Et la surproduction, effectivement, depuis un siècle, on a trouvé une solution. Avant, c'était grave, la surproduction, le capitalisme, c'est inhérent au capitalisme. Au 19e siècle, comment on réglait le problème de la surproduction? Eh bien, il y avait des crises commerciales terribles. Ces crises commerciales-là mettaient en faillite des dizaines ou des milliers d'entreprises et ça permettait au capitalisme de se concentrer. L'autre solution, il y a un siècle, c'était, au 19e siècle, c'était par l'impérialisme. On ouvrait des nouveaux pays, on inondait des pays de marchandises. C'est ce que la Grande-Bretagne a fait, par exemple, en Inde. Donc, la solution, c'était vers l'extérieur, où c'était la grande crise. L'autre solution qu'on avait trouvée, c'était les grandes guerres. Au début du 20e siècle, on a eu 2 grandes guerres qui ont détruit, et cette destruction, on l'a dit à l'époque, on disait, la destruction créatrice. Hein? Même que, sûrement qu'on a ici des gens qui ont des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont déjà utilisé l'expression « il nous faudrait une bonne guerre ». Hein? Vous avez déjà entendu l'expression « il nous faudrait une... » C'est quoi ça, « il faudrait une bonne guerre » Mais c'était l'ancienne façon par laquelle le capitalisme avait trouvé un débouché pour la crise de la surproduction qui marque cette économie-là, parce qu'elle était rationnelle. Au 20e siècle, après la Deuxième Guerre, on a fait un compromis qui a été structurant entre les gens qui travaillent pour les grandes entreprises et les gens qui contrôlent les grandes entreprises. Ce compromis-là, il y a toutes sortes de noms, Fordisme, compromis capital-travail, compromis keynésien. C'était assez simple, c'était l'idée, écoutez, la surproduction va se traduire par de la surconsommation. C'est-à-dire qu'on va habituer les gens qui travaillent à consommer ce qui résulte de la surproduction chronique du capitalisme. Et donc, on a créé, et nous, on est les produits, on est le fruit de ça, on a créé une société dans laquelle c'est normal que l'univers matériel qui m'entoure en ce moment, dans 10 ans, il n'existera plus, puis ça va être complètement différent. Ce qui organise mon quotidien dans ce qui est plus banal, la façon que je cuisine, ce que je cuisine, la façon que je m'habille, comment c'est fabriqué ce que je m'habille, la façon que je me déplace, que je me transporte, la façon que je vis mes loisirs, toutes ces choses-là, pour moi, ça va de soi, je suis socialisé dans cette économie-là. Dans 10 ans, ça va être radicalement nouveau. Je dis, moi, quand j'étais ado, c'était le Walkman. Mes enfants, aujourd'hui, c'est les iPods. Puis dans 20 ans, ça va être quoi, je ne sais pas. On nous a socialisé à l'idée que notre univers matériel doit être constamment transformé. On nous a socialisé à l'idée que ce qui est nécessaire à notre vie doit briser dans les 3-4 années qu'on l'achète, puis ça doit être remplacé par quelque chose d'autre. On nous a socialisé pour que, quand on achète quelque chose, la chose qu'on achète soit prise dans une espèce de part de toutes sortes de choses qui est inutile puis qu'on jette, qui s'appelle l'emballage, qui est souvent plus lourd, plus coûteux que ce qu'on a besoin de consommer. Et donc, tout ça, pour nous, ça va de soi. Pourquoi? Parce qu'on est des surconsommateurs. Et donc, l'enjeu de la surconsommation, et ça, c'est là où je voulais aller avec ce deuxième point-là, ce n'est pas un enjeu moral. Quand on parle de surconsommation, il ne faut pas moraliser les gens, parce que plusieurs, je dirais la grande majorité de Québécois, sont des surconsommateurs contraints. À moins qu'on se mette individuellement, on rentre dans l'épicerie, on déballe toutes les affaires, puis on jette les papiers à terre, on jette les emballages à terre, on rentre dans les magasins, on jette les emballages, puis on part avec les choses, puis bon, on ne va pas faire ça. Ça serait un geste de désobéissance civile. Ça pourrait se faire, mais c'est une solution individuelle. Et je pense que la vision de la transition écologique que le Québec solidaire veut nous proposer, c'est de passer de la résistance individuelle au surtravail, à la surconsommation, à une résistance collective. Je pense que c'est là qu'on va faire une différence. C'est qu'on va permettre aux gens de passer du domaine de la morale au domaine politique. C'est-à-dire, comme société, se donner les outils pour sortir de
la surconsommation et de la surproduction. Je pense que c'est ça qui nous caractérise comme parti, puis c'est ça la transition à laquelle il faut penser. Dernier enjeu, donc le deuxième enjeu, c'était, donc le premier, c'est cette grande entreprise qui est structurante. Deuxième enjeu, la surproduction qui s'est branchée sur la surconsommation et qui est devenue notre mode de vie et qui est troisième enjeu, cette économie capitaliste, elle a pas juste une structure, il y a des acteurs. Et on se rapporte différemment, je pense, à ce système, tout dépendant où on est dans la société. Et ça a été très bien mis en lumière par le mouvement des indignés quand ils se sont mis à parler des 99% et des 1%. En se disant, bien, ce système qui carbure à la surproduction, au surtravail, parce que finalement, s'il y a surproduction, c'est qu'on travaille trop par rapport à ce qu'on devrait travailler comme société, et à la surconsommation, profite à certaines catégories sociales, tandis que d'autres sont devenus dépendants de cette surproduction-là. Parlez aux gens qui travaillaient chez Aveos. Eux dépendaient, sont en situation de dépendance. Parlez aux actionnaires d'Air Canada. Eux autres, ils ont un autre rapport à ce qui s'est passé à Aveos. Parlez aux gens qui sont à Québec et qui travaillaient dans les pâtes et papiers à l'usine qui appartient à l'usine White Birch, qui appartient au groupe White Birch. Ces gens-là étaient dépendants d'une grande corporation pour leur vie. Et le propriétaire de White Birch, lui, avait un autre rapport. Pour lui, c'était juste un investissement, comme ça. Et donc, le mouvement des indignés a mis en lumière qu'il y a des différences qu'on appelait dans le temps, que dans les cours de sociologie, on enseigne encore, comme des différences de classe. Des différences de classe sociale. Et là aussi, je pense que c'est là qu'on se distingue par rapport à d'autres partis, c'est que Québec solidaire a un parti pris pour les gens qui sont les salariés, les gens ordinaires, les travailleurs autonomes, les gens, les retraités, mais les gens qui sont dans une position, non pas de profiter, mais de dépendre et de vouloir résister contre ce système-là. Et je pense que ça nous démarque du Parti québécois, du Parti libéral, de la CAQ, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas les porte-parole de l'élite managériale et de l'élite financière. On est le porte-parole des gens ordinaires. Ce qui implique, et je pense que c'est le dernier élément, qu'il faut prendre conscience qu'en choisissant ce parti pris, on se met dans une position où on va avoir des gens à qui on va s'opposer. Et ça, il faut l'accepter. Parce que, et c'est peut-être le dernier élément, quand on pense à la transition écologique, quand on pense à ce grand changement qu'on a opéré dans notre économie pour lui donner une viabilité écologique, souvent, on se dit, mais il s'agit juste de convaincre les autres, parce que dans le fond, c'est une question de rationalité. Mais il n'y a pas juste la rationalité. Il y a des intérêts matériels, il y a des gens qui profitent, il y a des gens qui subissent. Et la transition va impliquer son lot de conflits, et il faut être prêt à ça aussi. C'est pour ça qu'il faut se donner, je pense, une voie collective pour entrer dans ce conflit-là. Alors, ces trois caractéristiques qui sont peut-être un peu abstraites, mais que je pense qu'ils sont importantes à retenir, nous amènent maintenant, et je veux juste terminer de manière très concrète, trois idées comme ça, qui sont des exemples de politique. Pendant que les uns vont faire une campagne sur une politique de plein emploi, tout le monde au travail, puis on va développer le Nord, puis tout le monde ne va pas travailler, Québec solidaire pourra faire une politique du bon emploi. C'est quoi une politique du bon emploi? C'est trois affaires. Premièrement, évidemment, les salaires décents, on est un parti de gauche. Mais pas juste des salaires décents. Réduction du temps de travail. Une flexibilisation solidaire des heures de travail plutôt qu'une flexibilisation néolibérale des heures de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les heures doivent être flexibles pour permettre aux gens d'être avec leurs enfants, ou d'être avec leurs parents, ou de faire des activités autres, plutôt que de subir la flexibilité. Troisièmement, troisième aspect, le droit d'avoir un travail qualifié, mais un travail qualifié avec un contenu qui fait sens et qui participe à la transition écologique. Donc, une lutte pour la requalification, parce que ça, je pense que c'est important, une requalification qui nous permet de participer à cette grande transformation de notre économie. Donc, des emplois, pas juste verts, parce qu'il faut travailler dans le secteur vert, puis faire la Loafer Girl au congrès non. Faire des emplois verts qui permettent d'avoir une emprise, nous, personnellement, d'avoir des savoirs qui nous permettent de participer à cette transition. Ça, c'est une première. Pendant que les autres partis vont continuer à s'attacher à ce que moi j'appelle un modèle de développement extraverti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie du Québec, elle est plus forte parce qu'on exporte plus. Elle est plus forte parce qu'on importe plus. Elle est plus forte parce qu'on s'en va vendre en Chine ou en Inde ou en Irlande ou en Allemagne ce qu'on produit ici.
eh bien, nous, on va arriver avec un programme, et là, je vais utiliser un mot, puis je vais y donner un sens précis, de souveraineté économique. La souveraineté, elle peut être pensée aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire quoi? Comment développer une économie basée sur des circuits économiques courts, une économie qui répond à nos besoins, une économie qui valorise notre environnement plutôt que le piller, une économie qui nous permet de déconnecter notre économie, tranquillement, pas vite, d'une dépendance vis-à-vis de cycles économiques sur lesquels on n'a pas d'emprise. Déconnecter du pétrole, par exemple, on pourrait le faire au Québec, c'est à notre portée, déconnecter du pétrole. Déconnecter des marchés financiers qui viennent déstabiliser notre économie. Déconnecter notre économie d'une dépendance sur les industries en Asie, parce que c'est des industries qui ont des conditions de travail inhumaines, pour reconnecter finalement notre économie sur elle-même, comme on a pu le faire dans les années 50-60. Alors ça, c'est toute la logique des circuits économiques courts, puis ici, dans le Bromissisquoi, c'est très concret. Hein? C'est comment mieux utiliser notre bois, mieux utiliser nos terres, mieux utiliser nos forêts. Comment repenser Cowansville, est-ce qu'on doit réindustrialiser, de quelle manière? Comment repenser le parc industriel de Bromont? Oui. Penses-tu qu'au Québec, on est capable de vivre en autarcie? C'est pas l'autarcie. C'est pas l'autarcie? Moi, je ne suis pas pour l'autarcie. Je suis pour diminuer le plus possible le transport de la matière, mais augmenter le transport des idées. Que les idées voyagent, que les gens voyagent, que la culture se promène partout. Mais la matérialité de notre économie, on devrait essayer le plus possible de l'ancrer. Et ça, je pense que c'est possible. Oui, effectivement. Okay. Est-ce moyen de penser à une région autrement qu'internationale aussi, tu sais, quand on parle de... De biorégion, par exemple, avec le Vermont, avec le New Hampshire. Oui, absolument. Le Mercosur en Amérique latine, je ne sais pas si c'est peut-être pas parfait comme modèle, mais ils font des transactions entre eux, au lieu d'être juste avec le... Oui, on pourrait penser à un espace écologique, hein, parce que moi, je pense, mais ça, c'est... Je pense qu'il faut que l'écologie prime sur l'économie, c'est-à-dire qu'il faut penser les relations écologiques et après ça, voir comment l'économie peut se situer là-dedans. Et donc, on pourrait penser à un espace écologique du nord-est, effectivement. Et là, penser, bon, ben notre énergie, oui, on devrait peut-être l'envoyer dans certaines régions de la Nouvelle-Angleterre pour pas qu'il y ait des usines de charbon qui commencent à chauffer les maisons à New York ou à Boston. Tu sais, oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement réfléchir, mais à partir d'un principe, moi je pense quand même, politique. C'est-à-dire qu'on veut la souveraineté sur notre économie. Le Parti québécois parle de souveraineté politique. Pour lui, c'est un État indépendant. Pour moi, cette vision de la souveraineté-là, mais c'est personnel, elle est dépassée. Il faut plutôt penser comment avoir une emprise sur notre économie. Faire la souveraineté puis garder le libre-échange, c'est d'abdiquer notre souveraineté. Mais ça, bon, troisième aspect, et ça encore, là, on se démarque, et ça vient à la question un peu des classes sociales, des inégalités. Toutes les économies, toutes les autres parties vont continuer à soutenir une économie financiarisée. Ils vont continuer à nous dire, c'est pas grave si vous vous endettez. Même, on va favoriser votre endettement parce qu'on va augmenter les frais de scolarité de manière à ce que vous êtes encore plus dépendant des institutions financières pour votre consommation quotidienne. Les autres parties ne s'inquiètent pas de l'endettement des ménages lié au fait que les salaires ont stagné. Les ménages s'endettent, pourquoi? Parce que les salaires sont plats depuis 30 ans, on le sait. Le salaire n'augmente pas, puis qu'est-ce qui reste? Mais il reste la carte de crédit. On coupe dans l'assurance-emploi, les gens ils perdent leur emploi, ils n'ont pas accès à l'assurance-emploi, qu'est-ce qu'ils font? La marge de crédit. Il y a des raisons pour lesquelles les ménages se surendettent en ce moment. Puis pendant qu'on se surendette, toutes les autres parties, en plus, nous demandent de donner notre argent aux grandes institutions financières en nous faisant paniquer sur nos retraites. Là, le dernier programme, c'est le revers, le régime volontaire, entre guillemets, d'épargne retraite, qui est un cadeau pour les grandes institutions financières. Québec solidaire va se démarquer en voulant définanciariser l'économie québécoise. Et ça, c'est le troisième aspect, et c'est à notre portée, ça aussi. Ça veut dire aussi, cette définanciarisation, de favoriser d'autres formes de propriété, puis je termine là-dessus, d'autres formes de propriété que la propriété capitaliste classique, c'est-à-dire la grande entreprise cotée en bourse, la grande société par action. De favoriser des formes de propriété socialisées, comme la coopérative, comme l'OBNL, mais en même temps de reconnaître la légitimité de la propriété privée pour la petite entreprise, pourquoi pas? Ça, je ne vois pas de problème, moi, personnellement, à ce que quelqu'un soit propriétaire de son entreprise. C'est pas... Et donc, ça, c'est peut-être le troisième aspect, où là, encore, tant Option nationale que le Parti québécois ne sont pas là. Ça, c'est Québec solidaire. Et ces éléments-là, pour moi, font partie d'un programme de transition, sont des éléments un peu incontournables. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. C'est ce qu'on m'avait demandé là, un peu. C'est le genre et puis je termine, le genre d'enjeu sur lequel moi je travaille, et donc, je peux être mobilisé sur ces questions-là, c'est ça. Wow.